Pendant des siècles, accéder à un métier passait par le compagnonnage, des années à balayer l'atelier, à observer le maître avant d'avoir enfin le droit de toucher l'outil. Et le code, au final, c'était un peu pareil. On ne committait pas en prod le premier jour, on méritait ses accès, on devait faire ses preuves. Et puis, l'IA générative est arrivée et soudain, tout le monde dans l'entreprise commence à pouvoir tenir le rabot. Mais alors, comment fait-on pour que tout le monde puisse pousser du code sans que l'atelier ne prenne feu ? Faut-il repenser entièrement la CI/CD, les garde-fous et la revue de code ? Ou est-ce que les filets de sécurité existants sont suffisants ? Et surtout, le meilleur contributeur de demain sera-t-il celui qui n'a jamais écrit la moindre ligne de code ? Pour répondre à ces questions d'atelier ouvert à tous, je ne reçois pas Monsieur Jourdain, mais il fait du commit sans le savoir. Alexandre, bonjour. Bonjour. Jarvis, drop my needle. Bonjour, je suis Bruno Soulez, je suis un dev, D-E-V, pour différents, extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer à dev. IFTTD, c'est un podcast fait par des devs, avec des devs et pour des devs. Et ici, on code comme on discute en étant différent, extraordinaire et visionnaire. Alors Alexandre, est-ce que tu pourrais te présenter pour les quelques personnes qui ne te connaîtraient peut-être pas ? Oui, bien sûr. Du coup, je m'appelle Alexandre Gerlich. Je travaille chez Alan maintenant depuis quasiment 7 ans. Et je suis en charge des équipes engineering. Et avant ça, voilà, j'ai travaillé dans différentes, principalement des scale-ups en Europe et aux États-Unis. Ok. Donc, tu viens nous parler d'un projet assez fou chez Alan qui s'appelle Everyone Can Build, de souvenir. Avant d'aller diguer un peu dans ce projet, est-ce que tu peux nous détailler un peu comment est organisée l'équipe technique d'Alan ? C'est combien de personnes et comment est-ce que ça fonctionne ? Oui, bien sûr. Alors, en quelques mots, chez Alan, déjà, notre mission, c'est vraiment d'aider nos membres à vivre mieux, plus longtemps, en bonne santé. Et donc, on est leur partenaire santé pour les aider dans cette direction. Aujourd'hui, on supporte 1 million de membres. Et pour ça, on est une équipe engineering que j'estime formidable de 150 personnes. Et qui, du coup, est divisée en différentes équipes. Et je dirais que l'ADN qu'on a, c'est d'essayer de concevoir les équipes les plus petites possibles. Mais qui sont par contre parfaitement autonomes pour prendre un problème de A à Z. Okay. Donc ça, c'est vraiment au cœur de notre façon de fonctionner. Voilà, et pour l'anecdote, un autre aspect qui est au cœur de notre façon de fonctionner, c'est qu'on prend l'ensemble de nos décisions à l'écrit. Et donc, il y a un aspect qui est assez intéressant, parce que je pense que dans notre façon d'opérer, ce qu'il y a de plus proche du monde open source, puisque voilà, tout se passe à l'écrit dans des issues GitHub, quelle que soit la décision, que ce soit des décisions techniques, que des décisions business, elles ont lieu dans des issues GitHub. Ok, donc c'est du coup une boîte qui est quand même qui a un ADN tech très fort, c'est le moins qu'on puisse dire. Totalement. Quand tu nous parles d'une équipe de 150 personnes, l'équipe tech de 150 personnes, c'est 150 software engineers ou tu inclus aussi l'équipe produit dans cette... Non, c'est uniquement 150 software engineers. Si j'inclus l'équipe produit, alors je ne serai pas parfait sur les chiffres, mais je pense qu'on doit être autour des 250 au sens large, puisqu'on a aussi une équipe data, une équipe de product management, une équipe design et une équipe opération avec lesquelles on interagit tous les jours pour construire les meilleurs produits possibles. Ok. Et donc, tu mènes ce projet Everyone Can Build chez Alan. C'est quoi cette idée folle que tout le monde peut builder de l'application ? C'est une idée qui est arrivée, je pense, en juillet de l'an dernier. En fait, c'est vraiment le moment où je l'ai communiqué à l'ensemble de la boîte, donc ça a mûri un peu auparavant. L'idée, c'était de voir que l'IA nous permettait finalement de construire de manière de plus en plus autonome et aider les ingénieurs à construire de manière
plus rapide. À partir de là, en fait, je me suis dit, il y a peut-être une opportunité qui est plutôt que de demander finalement aux mêmes personnes qui sont habituées à coder toute la journée, d'aller plus vite, est-ce qu'on peut avoir plus de personnes qui vont contribuer à l'expérience Alan, aux produits qu'on construit, et est-ce que ça va nous permettre de construire des meilleurs produits pour nos membres. Donc c'est parti de cette question-là, que du coup j'ai partagé avec quelques personnes chez Alan, et j'ai trouvé quelques volontaires qui m'ont dit « Allez go, on va essayer, on n'a jamais codé. Voyons jusqu'où on peut arriver. » Ok. Et, est-ce que du coup, quand cette idée a commencé à prendre place, est-ce que déjà quasiment l'intégralité, voire l'intégralité des software engineers de chez Alan étaient déjà très consommateurs de ces produits, ou est-ce qu'il y avait encore un peu de friction? Alors, en termes d'adoption, je pense qu'on était déjà en passe d'avoir plus de 80% d'adoption sur les outils de l'époque, parce que je dis de l'époque parce que ça va tellement vite maintenant. Donc à l'époque, c'était principalement Copilot et Cursor encore, sur lequel on était, et donc l'ensemble de l'engineering était à un niveau d'adoption très fort, ce qui ne veut pas dire qu'il y avait un niveau d'impact très fort encore à l'époque. On pourra en reparler si tu souhaites, mais ça nous a permis en fait de voir ce que ça donnait pour l'ensemble de l'engineering assez tôt. Ouais. Alors tu fais bien effectivement de remettre un peu de temporalité dans le sujet. Donc tu nous dis que l'idée a germé en juillet 2025 et on enregistre cet épisode en mai 2026. Donc en fonction de quand est-ce qu'il est diffusé et quand est-ce que les gens l'écoutent, il y aura peut-être encore plein de choses qui auront changé d'ici là, parce que ça va effectivement très vite sur ces outils-là. Et du coup justement, quand on parle de l'accélération de ces outils, donc tu as parlé de juillet 2025, on a vu Claude Code qui a complètement explosé et qui a commencé à être un game changer à partir, on va dire, de septembre-octobre de 2025. Est-ce que ça a accéléré, du coup, aussi ce projet de Everyone Can Build chez Alan? Alors, en termes de temporalité, au moment où je démarre Everyone Can Build, Claude Code n'est pas encore l'outil qu'on connaît aujourd'hui. Et surtout, Opus 4.5 n'est pas encore sorti. Et donc, on est vraiment en amont. Et c'est pour ça qu'on se base sur ce qu'on utilise à l'époque, c'est-à-dire un environnement Cursor qui est utilisé par les ingénieurs. Je vais rentrer un petit peu plus sur l'environnement qu'on a en termes d'environnement de travail. On s'est basé aussi sur DevBox, qui nous permet d'avoir un environnement qu'on peut reproduire facilement. Et cette base-là qui est utilisée du coup par l'ensemble des ingénieurs, on a un ensemble aussi de process qui est mis en place pour le déploiement, bien sûr les code review, mais avant ça il y a beaucoup de linter, etc. et d'outils. Et en fait ça c'est la base sur laquelle on va reposer l'initiative Everyone Can Build, en tout cas le début, parce que le parti pris c'est de se dire, au moment où on se parle, donc, au moment où ça démarre, donc l'an dernier, il y a énormément d'outils qui sont sur le marché, qui disent oui, ça va nous permettre de coder, etc. Plus facilement. Il y a des Lovable, il y a des Bolt, il y a beaucoup d'outils. Je ne pourrais pas tous les citer. Mais le parti pris, c'est de se dire notre compagnie aujourd'hui, elle a un asset qui est formidable. C'est via la prise de décision, via le fait qu'on fasse tout de manière transparente, on n'a pas de silo. Si on commence à utiliser des outils différents, en fait, on va recréer des silos. Et c'est exactement la trajectoire vers laquelle j'ai pas envie qu'on aille. Et donc, on fait le pari un peu fou de se dire, les non-ingénieurs vont utiliser les mêmes outils que les ingénieurs. Et ça nous apporte deux choses qui sont intéressantes. Déjà, le fait qu'on va pas créer de silos artificiels, comme on a pu le voir avec des expériences no-code dans le passé. Et on sait que le process marche et qui nous permet de shipper en prod de manière qualitative et sereine, parce qu'il y a toujours cette question de si les gens peuvent pusher en prod alors qu'ils ne sont pas ingénieurs, qu'est-ce qui se passe, mais on se base là-dessus en se disant on réutilise les mêmes outils, on les connaît, ils marchent, et c'est ça qu'on va tester, jusqu'où on peut aller grâce à ça. Alors, autant je me dis qu'avec un Claude Code, je peux comprendre qu'on se dise, bah tiens, on va peut-être tester, voir que si des gens du produit ou des gens qui sont non dev
peuvent effectivement générer du code, parce que quand tu utilises Claude Code, au final, tu vois pas vraiment le code. Alors qu'en juillet 2025, quand tu étais encore sur Cursor, l'IA générative elle était vraiment sur le côté de ton IDE, et tu étais vraiment dans le code, donc tu avais quand même... c'était plus un outil d'assistance à la création de code que ce que font maintenant tous les outils, avec toute l'évolution qu'ont eu ces modèles-là. Et du coup, je trouve ça encore plus fou que tu t'es dit, en fait, on va mettre des gens dont c'est pas le métier, on va les mettre face à un éditeur de texte pour qu'ils ingèrent toutes ces lignes de code. Il y a quelque chose de formidable dans ce que tu viens de dire. C'est que je pense que c'est vraiment la réflexion d'un développeur. Ouais. L'Agentic au début, et à l'époque de Cursor, je pense que ça n'a pas marché exactement à cause de ça. C'était sur le côté, il y avait le chat, le tab marchait superbement bien pour Copilot, et du coup je pense que les modèles étaient moins performants, mais en fait c'était pas au cœur de l'expérience de développement, et donc ça n'a pas marché. C'est surtout moi j'avais le sentiment de Cursor, pour moi c'était un autocomplete sous stéroïde. C'était... Et je pense que tu as raison, et c'est exactement moi, à ce moment-là, c'est une frustration énorme, parce que moi je commence à explorer du coup les aspects agentiques de Cursor, etc. Et je vois que cette barre à droite là, elle devrait être au centre. Et d'ailleurs, ils ont beaucoup évolué sur la UI de Cursor à ce moment-là. Je pense que toutes les semaines, ils mettaient à jour. Mais là, on a vraiment, je pense, une discussion autour du développement et avec des ingénieurs. Pour des personnes qui n'ont jamais vu un IDE, l'approche est totalement différente. Je leur dis, voilà l'interface, c'est un nouvel outil. On a discuté du coup sur comment tu peux interagir, et en fait l'aspect fichier, l'aspect éditeur de texte, c'était une partie de l'outil qui n'était pas très utile, mais c'était pas leur focus. Et donc ce qui est pour moi un apprentissage en tout cas de cette période-là, c'est que ce qui était limite un bloqueur côté engineering ne l'était pas pour les non-ingénieurs, pour utiliser de plus en plus l'aspect agentic. Ok, canon. Comment est-ce que vous aviez essayé de fiabiliser d'une certaine manière l'usage de ces outils déjà du coup à mi-2025 ? Tu veux dire pour côté engineering ou côté non-engineering? Côté engineering, ouais. Okay. Côté engineering, en fait, ce qu'on a fait, c'est on avait commencé du coup forcément à mettre les règles en place assez tôt, parce qu'on s'est aperçu que les modèles de l'époque permettaient déjà de faire des choses assez puissantes, mais il restait l'aspect itératif qui des fois est négligé sur le fait que tu peux pas passer d'un prompt à une pull request de manière magique. Il y a un aspect itératif qui est au cœur de notre métier et qui est toujours là avec l'IA. Et d'ailleurs, c'est un peu moins le cas maintenant, mais tu as un aspect où des fois ton premier prompt il est un peu déceptif parce que ça ne fait pas du tout ce que tu espérais. Et ce qu'on s'est dit, c'est comment est-ce qu'on fait au maximum pour que lorsqu'on a un prompt qui ne marche pas bien, on le corrige qu'une seule fois. Et donc ça passait par mettre de plus en plus de règles dans Cursor. Et donc ça, c'était un des premiers points. Comment est-ce qu'on utilise ce nouvel outil et comment on le teste, comment on l'évalue. Et le deuxième aspect sur lequel vraiment on s'est reposé, c'est nous, on avait énormément de linter. Ouais. Donc là, c'était vraiment déjà au cœur de notre stack, de telle sorte que la façon dont on opère sur la stack, etc., soit testé en pré-commit avant qu'on envoie en PR. Donc ça, c'est pareil. On s'est appuyé là-dessus, on s'est dit, là, c'est bizarre quand même ce qui se passe. Est-ce que si on rajoute un linter et que du coup, l'agent appelle le linter, est-ce que ça marche mieux ? Et donc, on a commencé comme ça à mixer les différents outils. Alors, c'était avant la vague MCP, Skills, etc. Si des gens écoutent alors qu'ils ont déjà ça en place, on trouvait ça un peu bizarre. Mais donc, du coup, on a commencé à combiner les outils de telle sorte qu'on ait finalement quelque chose qui soit le plus fiable possible pour les ingénieurs. Mais ça ne suffisait pas pour les non-ingénieurs. Ouais.
Du coup, j'essaie d'avoir un tableau un peu de où est-ce que vous en étiez au moment où vous avez ouvert ce scope aux autres personnes. Donc, tu as évoqué aussi qu'il y a eu le déclic qu'il a été aussi amené par l'arrivée de l'agentique. Qu'est-ce que ça a changé dans la manière de développer cette arrivée du mode agentique? Alors, le mode agentique à l'époque du coup, à juillet 2025, à l'époque de Cursor, donc moi j'ai la chance de pouvoir faire quelques explorations et je me dis que là il y a vraiment quelque chose qui se passe qui est fabuleux. J'arrive à avoir 2-3 PR sur des petites modifications finalement qui sont quasiment autogénérées. Je me dis qu'on va avoir un shift assez monumental. Donc ça c'était la théorie. Et en pratique ça n'a pas marché comme ça. Ouais. En pratique, je vois que l'adoption des équipes, elle est de plus de 85%. Donc les ingénieurs utilisent le Cursor, utilisent le produit, mais ils ne l'utilisent pas en mode agentique, en tout cas chez Alan à ce moment-là. Et je pense pour différentes raisons. Une, c'est celle qu'on a évoquée. La UX des produits était juste pas encore prête. C'était pas encore là. Deuxièmement, peut-être qu'en termes de training, l'approche était peut-être pas la bonne parce que effectivement le premier prompt était des fois plutôt déceptif et il fallait remettre l'aspect itératif et finalement c'était un métier qui changeait aussi. Il y avait cette approche de maintenant il y a un agent sur lequel je vais pouvoir partager ce que je veux créer plutôt que de comment j'ai envie qu'il le crée. Et ce shift-là, il a aussi mis du temps. Et je pense ce temps était aussi peut-être nécessaire pour que petit à petit on avance dans la bonne direction. Et le dernier point, c'est je pense que il y a aussi un aspect dans l'industrie où des fois sur les réseaux sociaux, etc., on peut voir des choses qui paraissent un peu magiques. Et ça, c'est encore le cas aujourd'hui. Mais par contre, quand on les teste nous-mêmes sur notre codebase avec du legacy qui est plus ou moins grosse, nous en plus on a un mono-repo, donc voilà, c'est un challenge aussi rien que de le naviguer. D'un seul coup, il y a un gap énorme. Il y a un gap énorme sur le fait que ce qu'on voit potentiellement sur les réseaux ou les petites vidéos de démo, ok, ça reste une vidéo de démo, mais c'est pas fiable, c'est pas là, c'est pas encore présent. Et ça, je pense que en tout cas au début de l'ère Copilot et le passage vers Cursor, ça a eu un coup en fait, parce que en tout cas pendant quelques temps, ça a changé je pense depuis, mais les sceptiques ont eu raison sur le fait que l'IA n'était pas encore prête pour changer les choses. Okay. Et donc tu décides, tu évoques cette idée de EV24 Build. Est-ce qu'il y a eu une levée de bouclier de certaines personnes, j'imagine plutôt côté dev, à dire non, c'est hors de question que quelqu'un d'autre que nous puisse committer du code? Alors, je pense pas qu'il y ait une levée de bouclier. Ce qu'on a essayé de faire dans un premier temps, c'est déjà de tester. Parce que au moment où je démarre, c'est une exploration. Moi-même, j'ai besoin de créer la conviction sur le fait que notre équipe opération, par exemple, qui utilise tous les jours des outils internes chez Alan, il y a énormément de choses qui souhaitent modifier sur les outils internes, mais c'est pas priorisé dans notre roadmap. Est-ce qu'aujourd'hui, on va pouvoir leur donner un outil qui va leur permettre d'améliorer leur outil interne? Et quand je dis améliorer, des fois, je me rappelle, une des premières PR, ça a été, on avait une drop-down, la personne côté opération cliquait dessus plusieurs fois par jour pour avancer sur le form suivant et disait, attends, mais si les deux éléments ils sont inversés, mon expérience est meilleure. Je dis, mais pourquoi on n'a pas fait ça? Ça n'a jamais été priorisé. Il y en a plein des exemples comme ça. Je pense que ça parlera à tout le monde. Et donc là, l'idée, c'était de se dire, est-ce que demain, cette personne-là, elle peut faire la modification et l'envoyer en prod? Et donc, les premiers essais ont été surprenants. Okay. Ils ont été surprenants parce que la génération de code n'était pas le problème. À partir du moment où le prompt était plutôt OK, le modèle de l'époque déjà permettait de générer du code qui remplissait sa tâche. Mais c'était tout ce qu'il y avait autour, en fait, qui était nouveau et à apprendre. Et notamment, qu'est-ce qu'une branche Git?
si je veux faire une modification sur une code base, voilà, en tant qu'ingénieur, tu vas avoir des réflexions sur comment tu vas gérer ta branche, comment tu vas créer ta pull request, comment tu vas merger. Et du coup, un des apprentissages qui a été assez surprenant au début, c'est de se dire que le challenge n'était pas sur la génération de code, mais était plutôt sur comment est-ce que je m'assure que ma branche est bien créée et que je ne vais pas avoir des conflits que je ne peux pas gérer parce que j'ai aucune idée de comment gérer les conflits sur Git. Donc ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, ça a été comment je sais que quelque chose est complexe à faire ou pas. Et ça je pense, ça nous parle. Ouais. Parce qu'il y a toujours cet aspect de... j'ai envie de changer ça doit pas être très compliqué quand même. Et quand tu es ingénieur, tu dis alors attends, effectivement il y a ça, mais du coup le modèle de données, il faut le changer, il y a une migration de base. Non, en fait, effectivement, pour changer ce bouton-là, au point de vue expérience utilisateur, tu peux penser que c'est quelque chose de facile. Par contre, il y a des choses derrière qui font que ça va être beaucoup plus compliqué. Et ça, on l'a retrouvé lorsque la personne arrivait sur cursor, sur le prompt, et il disait j'ai envie de faire ça. Et mais sans s'apercevoir qu'en fait c'était une tâche titanesque qui même pour un ingénieur expérimenté allait prendre des mois. Et donc là-dessus notre réponse ça a été de se dire comment est-ce qu'on crée des outils et comment est-ce qu'on met aussi des limites de telle sorte que ce soit plus simple pour les non-ingénieurs de comprendre si quelque chose est très compliqué à faire ou pas, et après de s'assurer aussi que dans un premier temps on leur permette de faire des modifications sur les aspects front-end, aussi bien sur l'app mobile que sur l'app web qu'on a, mais pas sur le back-end et surtout pas sur la base de données. Et donc pour en revenir à ta question sur la levée de bouclier, en fait je pense que ces aspects-là ça a permis quand même d'atténuer les choses, parce que tout le monde a vu qu'on n'allait pas ouvrir la code base en disant demain on va avoir des gens qui n'ont jamais codé qui vont faire des migrations sur notre base de données, ou en tout cas essayer de le faire. On s'est dit on va limiter le scope sur une partie de notre code base, on va fournir des outils, et le point qui a été je pense le plus discuté, ça a été mais du coup ça veut dire quoi sur l'ownership? Si demain quelqu'un fait une modification, qui en est responsable? Parce que la personne ne va pas pouvoir le débugger en production. Là, on a une vraie réflexion. Ouais. Et ce qu'on s'est dit, c'est en fait, vous êtes déjà une équipe. Quand vous travaillez sur une modification, sur un nouveau produit, il y a déjà une discussion entre design, PM et engineering sur comment est-ce qu'on va avoir le meilleur résultat pour nos membres. Et si jamais ce résultat il n'est pas le bon, vous allez continuer à discuter, etc. Finalement, est-ce que là, ça change quelque chose? Est-ce que ce qu'il faut juste qu'on ait, c'est un pairing qui soit clair sur le fait que si demain il y a quelqu'un de notre équipe opération ou design qui fait une modification, qu'il y ait un pairing avec un ingénieur, de telle sorte que l'ownership reste au niveau de l'équipe, et que la code review ait été faite par l'ingénieur, et comme ça on s'assure que l'ownership il soit toujours identifié, et c'est ce qu'on a mis en place, et je pense que ça a fonctionné dans 90% du temps. Okay. Il y a 10% du temps ou 2%, il y a quelqu'un qui a créé une pull request en disant voilà, j'ai eu cette idée là et je le vois d'un mon point de vue forcément un peu challenging par rapport à l'ownership, etc., mais aussi d'un point de vue super positif, parce que pour moi une des validations du succès d'Event Can Build, c'était de changer vraiment l'état d'esprit et de se dire demain on va avoir des gens qui utilisent les produits au sein d'Alan, qui vont être capables de les améliorer. Et plutôt que de se dire ah oui, j'ai vu ce bug là, je vais faire un ticket, de se dire je vais ouvrir Cursor et je vais voir si c'est compliqué, et si ça allait pas, je vais faire une pull request. Et ça pour moi c'était la définition du fait qu'on allait changer à quelque chose de très important dans notre manière de fonctionner. Ok. À partir du moment où du coup le projet se lance et tu commences à faire tes premiers tests, combien de temps il s'est passé entre le début de ce test et le premier commit en prod?
de quelqu'un qui n'est pas dev? Je dirais 24 heures. Et quand un software engineer junior arrive chez Alan, il met combien de temps à commit quelque chose en prod? Alors, nous, on essaye que ta première pull request, elle parte en prod. Alors, c'est sur des petites modifications, mais dès la première semaine. Et donc, ça veut dire que d'une certaine manière, ton projet, il y a quelqu'un qui a pu shipper en prod plus rapidement qu'un software engineer dans le process usuel d'Alan. Ouais, l'approche est un petit peu différente parce que le software engineer qui arrive, il doit apprendre beaucoup de choses sur comment marche Alan et comment naviguer. Alors que là, ce dont on parle en termes de modifications qui ont eu lieu en 24 heures, c'est, en tout cas dans les premières étapes, ça a été la personne de l'équipe opération qui change l'outil qu'elle utilise tous les jours. Et après, côté design, ça a été des fois des layouts à changer, etc. Et donc, c'était déjà des domaines dans lesquels ils étaient experts. Okay. C'est là où je pense qu'il y a quelque chose qui est très intéressant entre potentiellement, tu es expert d'un domaine, mais pas du code, contrairement à quelqu'un qui est expert du code, mais pas du domaine, qui va être le plus rapide à faire la première modification. C'est pas évident d'avoir forcément une réponse par rapport à ça. Le point qui est clé, je pense, ça a été de se dire, est-ce qu'on peut avoir une feedback loop qui permet à la personne qui modifie de voir le résultat. Et c'est pour ça qu'on a limité le scope sur le front-end, parce que c'était plus simple en fait de dire à quelqu'un qui n'avait jamais codé, tu fais telle modification sur tel outil que tu connais par cœur, ça va reload automatiquement pour toi la page web et tu vas pouvoir tester. Et là, tu vois si ça marche ou pas. Et bien sûr, après, il va y avoir un ingénieur qui va review le code, etc. Mais déjà, tu vas pouvoir voir si le flow que tu as fait, il marche de la façon dont tu l'avais pensé initialement. Ok. Hyper intéressant. Est-ce que ça veut dire que peut-être encore aujourd'hui, vous pouvez voir que en fonction, on va dire, du diplôme de la personne ou de son parcours de formation, que chacun va toucher à des zones du code différentes, parce qu'effectivement, quelqu'un qui est plus côté UX va travailler beaucoup plus sur des notions de front que, je sais pas, quelqu'un côté produit sera plus... Enfin, tu vois, et qu'au final, de manière peut-être plus ou moins naturelle, sans être dans une notion de chasse gardée, mais que chacun, en fait, va essayer de travailler sur le domaine qu'il maîtrise. C'est une bonne question. Je ne sais pas si j'ai la réponse actuellement à ça. Ce que je peux imaginer, c'est que côté engineering, effectivement, on passe plus de temps sur des aspects, on va dire, plus au niveau des API, des fondamentaux, des aspects de performance un peu plus critiques, puisque on va être capable d'avoir plus d'aide, finalement, des experts du domaine. Et potentiellement, ils vont aller plus vite, en fait, parce que s'ils ont la bonne feedback loop, ils peuvent directement faire la modification qui est nécessaire et proposer les changements qui pour nos membres sont clés. Est-ce que ça va faire des chasses gardées? J'espère pas, parce que comme je disais, dans notre ADN, l'idée c'est qu'il n'y ait pas de silo et que ce soit simple pour un ingénieur de changer d'équipe, de voir autre chose, et je pense que ça c'est aujourd'hui quelque chose qui est au cœur de notre ADN chez Alan, donc j'espère qu'on va pas le perdre. Alors, ma question, c'était pas dans le sens, c'est-à-dire que le dev va dire ok, tu peux bricoler sur la page sur le HTML de la page, mais dès qu'on touche aux API, c'est moi qui m'en occupe. Tu vois, je me dis bien que c'était pas dans cette démarche-là, mais qu'en fait, comme tu évoquais l'expertise de chacun, est-ce que c'est quelque chose qui reste encore ancré de dire en fait, que quelqu'un qui fait de l'UX, il va être fait au final faire des changements plus sur l'aspect du front, ou là maintenant, ça fait quasiment 1 an que le projet est lancé. Tu vois en fait des gens toucher à tout, à tous les côtés, sans aucune restriction. D'accord, ouais, je comprends mieux. Alors, il y a plusieurs aspects à ça. C'est rare que quelqu'un commence par dire « Alors moi, j'aimerais bien changer tel endpoint de l'API. Ouais. » En fait, tu pars toujours de l'expérience des membres, et je pense que c'est bien. Et pour l'instant, on a gardé le scope sur le front-end. Par contre, une fois qu'il y a un pairing avec un ingénieur, ça descend dans la stack. Là, on le voit de plus en plus. Et pour 2 raisons, c'est que, 1, les modèles sont meilleurs maintenant.
que ce que ça a été à l'époque. On leur donne beaucoup plus de contexte. Et je pense que notre pairing entre les non-ingénieurs et les ingénieurs pour Event Can Build est aussi plus efficace. Et donc, les changements que je peux voir sont plus ambitieux. Maintenant, peut-être qu'il y a 2 anecdotes quand même à te partager là-dessus. C'est que je dis qu'ils sont plus ambitieux maintenant, mais déjà, au moment où on démarre, moi, ça a dépassé mes attentes en termes d'ambition. Et j'ai 2 anecdotes là-dessus. Le premier, c'est que on avait un nouveau flow de NPS pour avoir les avis de nos membres qui étaient à faire. Et sur les personnes avec qui je teste Event Can Build au tout début, à un moment, y a un des designers avec qui faisait partie du coup de cette exploration qui me dit regarde, j'ai changé tout le flow de NPS. Et en fait, quand j'arrive vers son bureau, je pense que c'est pas possible. Et là, il me montre qu'en fait, tout le flow a changé, qu'il a réussi à récupérer du coup de Figma ce qu'il voulait, etc. Et donc là, je me dis que c'est impressionnant. Est-ce que c'était pas aussi, t'évoquais tout à l'heure, la difficulté à expliquer aux gens la mesure de la complexité d'une tâche? Est-ce que c'était pas aussi parce qu'il y avait cette jeunesse, cette fraîcheur, et qu'en fait, il n'avait pas la pression de se dire, en fait, modifier tout un flow, c'est compliqué. Et il s'est dit, juste je vais le faire, et il s'avère que ça a fonctionné. Exactement. Ouais. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que moi, j'avais un pied sur le fait que c'était pas encore prêt, que ça pouvait pas marcher. Et il m'a montré que si, en fait. Et ça m'a convaincu dans le fait que, il est temps de partager ça à l'ensemble de la boîte, qu'on allait dans la bonne direction, que maintenant il fallait accélérer et s'assurer que on continue à avoir le meilleur setup possible pour ce shift. Et une autre anecdote donc je voulais te partager, donc celle-là elle est aussi marrante je trouve, c'est un moment je vois une paire passer et je me dis c'est quand même très bizarre. Nous on a un design system du coup qu'on a fait en interne, qu'on utilise du coup partout chez Alan pour avoir une expérience qui est la même. Et en fait il y a une des personnes avec qui on fait les premiers tests qui a souhaité modifier un outil interne qu'elle utilise régulièrement, mais qui n'avait pas été migré sur notre nouveau design system. Et pour des raisons de priorité, pour des raisons de migration qu'on finit jamais, pour des raisons. C'est un truc interne, on connaît tous. C'est pas nécessaire. Exactement, et jamais on a fait la migration à 80%. On s'est dit bon, il nous reste ces outils internes, là ils marchent, du coup on n'y touche pas. Et du coup on l'avait laissé de côté. Et en fait ce qui s'était passé c'est que la personne avait démarré un prompt pour faire une petite modification, mais du coup l'agent il avait vu qu'il y avait dans notre système de règles le fait que c'était important d'utiliser notre design system, qu'il était à jour et que si jamais il passait un moment sur un fichier où il y avait encore un component deprecated, de faire une proposition pour le mettre à jour. Et donc là en fait sa PR, donc un non-ingénieur, il y avait une petite modification et 3 fichiers de modifiés pour mettre à jour le design system. Et donc là, par rapport à ce dont tu évoquais au début, sur le fait qu'en termes de qualité, tu peux avoir les ingénieurs qui vont dire il y a un risque, effectivement. Là, j'ai trouvé ça assez marrant comme anecdote parce que sa PR, en fait, améliorait la qualité de notre codebase. Ouais. Puisque non seulement on l'a mergé, mais en plus, ça nous a permis d'avancer sur une migration qu'on avait dépriorisée. Avec cette fameuse règle qu'on imagine tous où on se dit si je tombe sur un bout de code qui est plus à jour, je le modifie, cette pratique qu'on appelle la pratique du Boy Scout où tu rends les choses plus propres partout où tu passes, mais qu'on fait en général pas parce qu'on n'a pas forcément le temps. Là, il y a quelqu'un en fait qui n'a pas été pollué par des années de pratique du dev et qui l'applique en fait de manière naturelle, quoi. Ouais, totalement. Et du coup, ces 2 anecdotes, pour moi, je voulais te les partager parce que pour moi, elles sont assez parlantes des fois des propres biais qu'on peut se mettre aussi en tant qu'ingénieur et un peu représentant technique, de se dire ça c'est peut-être un peu trop compliqué et puis ça en fait il y a peut-être un risque sur le fait que la qualité va pas être au niveau où on l'espère. En fait on a eu d'autres challenges, mais ces 2 anecdotes montrent que c'est pas toujours vrai. Ouais. Est-ce que le fait aussi justement de mettre ces outils-là, donc j'imagine que le temps avance, il y a Claude qui sort, j'imagine que vous êtes mis à Claude Code
ou des outils équivalents, enfin bref, ils sont tous plus ou moins alignés. Mais est-ce que le fait de mettre ces outils-là entre les mains de personnes qui ne sont effectivement pas devs, ça oblige au final à fiabiliser encore plus l'usage de ces outils-là aussi pour les devs. C'est-à-dire qu'en fait, même un développeur qui soit junior ou senior va bénéficier de toutes les skills, tous les agents que vous mettez en place pour les gens qui sont non devs, pour que tout le monde produise du code de la manière la plus propre possible en fait. C'est exactement ça. Donc pour avancer un petit peu du coup dans Event Can Build, on se dit qu'on y va, on commence à avoir plus de gens qui installent l'environnement de développement qu'on a, et on a quelque chose comme 280 pull requests qui sont mergés sur un quarter. Donc on voit le résultat, sur le fait que 280 par rapport à combien, je sais pas, un an avant. Tu aurais une idée, tu vois, à peu près de ce que ça représentait en volume Alors, les 280, je pense qu'on a fait ça quand on a vraiment lancé One Can Build on devait avoir l'ensemble de l'équipe design, plus PM qui mergeait, qui pouvait merger en prod. Un an auparavant, on avait 0. Oui, non, mais ça d'accord, mais du coup, parce que tous tes software engineers, eux, ils font aussi un ensemble de PR. Tu veux savoir combien de PR c'est 280 PR, c'est 280 versus 4000 ou c'est 280 versus 600? Ouais, alors j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais je veux pas te dire de bêtises, mais ça reste un petit pourcentage par rapport à l'ensemble des PR engineering, parce qu'on a une équipe, à l'époque, on devait quand même être déjà 100 ingénieurs, je pense. Donc il y avait déjà pas mal de merger. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire que ces 280 pull requests, elles n'existaient pas il y a un an auparavant, et on avait donné un nouvel outil en fait à des personnes qui quelque part étaient bloquées dans leur démarche, puisqu'elles devaient ouvrir un ticket, le prioriser, etc. Et donc on arrive à merger comme ça plus de 280 pull requests assez rapidement. Et l'autre aspect du coup que tu évoquais, qui est clé, c'est finalement on améliore l'environnement de travail pour les non-ingénieurs, mais ça l'améliore aussi parce que ça le rend meilleur pour les ingés, ça le rend plus rapide. Et on a cette feedback loop qui fait que finalement l'environnement de travail est amélioré pour l'équipe engineering grâce à Event Can Build. Et on avait du coup 2 équipes, une qui était vraiment focus sur Event Can Build, une autre qui était vraiment focus sur l'environnement de développement. Et en fait, petit à petit, elle commence à converger. En fait. Elle commence à discuter sur le fait que là, on peut peut-être changer telle partie, tel linter, telle règle de cursor, et ça permet d'accélérer toute la boîte. Et ça valide le pari qu'on a pris au début. Pari qu'on a pris au début de se dire on utilise le même outil, parce que quand on va l'améliorer pour quelqu'un, ça va permettre à toute la boîte d'en bénéficier. Et donc pour avancer dans la chronologie de ce projet, l'objectif c'était d'arriver à ce que vraiment tout le monde chez Alan puisse effectivement everyone can build, où il y avait quand même toujours l'idée de se dire on va limiter à des gens qui sont... c'est-à-dire qu'on ne va pas proposer à des gens côté RH ou côté compta ou côté légal d'aller faire des choses. Alors, tu as l'idée du projet, comme elle était en juillet 2025, et puis il y a aussi la vitesse de l'IA qui ont eu un impact là-dessus. Et notamment, tu parlais de Claude Code, il y a Opus 4.5, 4.6 qui sort, il y a tous les aspects de skills qui apparaissent, et donc là, c'est de nouveaux outils qui finalement nous font prendre un step back aussi. Ouais. Oui, mais qui d'une manière générale, quand même, vous donnent raison, c'est-à-dire que c'est des outils qui montrent que en fait, tu peux aller donner ces éléments-là à des gens qui ne sont pas du tout dev, parce qu'effectivement, avec un Claude, tu es beaucoup moins au contact du code, tu as une ergonomie qui est multipliée. Effectivement, comme tu le dis, les skills, les agents qui permettent en fait de donner aux outils de chacun des compétences pleines et entières. Au final, pour moi, la sortie de Claude te donne raison sur cette vision que tu avais déjà quelques mois avant. En tout cas, elles nous permettent d'accélérer encore plus les choses, et par rapport à ce que tu disais,
ça y est, la Jontic est au milieu, c'est Ouais. exactement ce que tu dis. Et donc, côté engineering, voilà, je crois que c'est fin de 2025 où tu as 4.6 qui sort et du coup l'update de Claude. Et là, il y a un énorme changement en fait dans la boîte parce que voilà, on adopte ça assez rapidement. Et là, on a un shift énorme sur plein de dimensions différentes. Les sceptiques de Copilot sont les premiers à pusher pour qu'on adopte Claude Code au plus vite. On voit effectivement des certaines métriques d'activité type nombre de pull requests, etc., qui d'un seul coup là ont un shift énorme. Et ça valide en fait, comme tu dis, l'approche qu'on a de se dire ok, il y a des outils maintenant qui permettent de s'abstraire de la code base et qui vont être encore plus faciles à appréhender pour l'ensemble des aligners. Donc le shift qu'on fait à ce moment-là, c'est de se dire dans un premier temps, il faut qu'on peut-être revoie notre outillage et s'assurer qu'on accélère l'engineering pour bénéficier en fait de ce shift sur Opus 4.6. Et donc ça a été une des dimensions. Et la deuxième dimension auquel on a réfléchi à ce moment-là, c'est de se dire est-ce qu'il est temps aussi qu'on construise nos propres outils, de telle sorte que en fait on voit les convergences, les synergies qui arrivent entre nos différentes équipes et on se dit quand on combine tout ce qui est skills, Opus 4.6, etc., comment est-ce qu'on en bénéficie au maximum et on commence voilà, à se dire qu'on va investir encore plus en fait, dans cette direction, de telle sorte que notre façon de créer du produit, de le faire fonctionner, va diamétralement changer, en tout cas en 2026. Ok. Et donc là, depuis début 2026, tout le monde chez Alan a accès à l'environnement de dev et peut déployer du code, ou c'est encore réservé à certaines équipes? Alors, pour répondre à ta question, il faut qu'on précise ce qu'est l'environnement de développement. Ouais. Aujourd'hui, tu vas avoir l'environnement Everyone Can Build qui va être utilisé par ce qu'on appelle nous les product communities, donc ça va être PM, design, opération, pour leur permettre du coup de faire des pull requests qu'on va shipper en production. Mais on a aussi un environnement de développement qui est notre repository de skills, qui contient non pas uniquement des skills pour coder, mais pour les autres parties du job en fait. Et elles sont nombreuses en tant qu'ingénieur. En fait, on passe une partie de notre temps à coder, mais on passe aussi du temps à préparer des meetings, pour coacher des gens et les aider à grandir. De temps en temps, il y a du reporting aussi pour savoir comment s'est passée la semaine, ce genre de choses. Et donc, on a un repository de skills qui est partagé avec l'ensemble de la boîte. Et là, pour l'anecdote, une des pull requests qu'on a fait sur un des skills, c'est une personne de l'équipe People RH d'Alan qui a fait la review. Ok. Et du coup, qui a mergé la pull request qui nous permet d'avoir ce skill-là, qui est maintenant partagé par l'ensemble de la boîte. Et donc, c'est intéressant pour moi parce que où est l'environnement de développement dans tout ça? On en vient à finalement quelque chose qui était un petit peu au cœur des One Can Build, mais qu'on n'a peut-être pas vraiment cité jusqu'ici, c'est que le code est maintenant au cœur de tout. Et on le voit avec Claude Code qui a un peu exposé Anthropic, qui a fait ce pari-là de focus leur modèle sur le code. Mais avec ces repositories-là, on a effectivement un ensemble de skills, un mix de fichiers Markdown et de scripts qui fait aussi partie de notre environnement de développement désormais. Ok. Ce qui veut dire qu'au-delà du Everyone Can Build, vous êtes aussi passé sur un Everything as Code. Enfin, tu vois, ton exemple que tu donnes sur comment gérer un meeting one-on-one qui va être des éléments qui sont revus par... il y a une code review qui est faite, entre guillemets, par des gens côté RH. En fait, c'est que du coup, tout devient un peu du code et rentre dans des process de validation
comme ce qu'on a sur notre code base de manière assez traditionnelle, quoi. Exactement. Et ça, c'est un shift qu'on a commencé finalement. Alors j'ai l'impression que ça fait longtemps, mais c'est très récent. En fait, l'aspect skills, etc., ça date du premier quarter 2026. Là, on commence à structurer les choses. Il y a eu beaucoup de changements aussi qui ont été faits par les différents outils que tu peux utiliser, que ce soit Cloud Code, Codex, etc. Mais effectivement, pour nous, c'est un des shifts là qu'on est en train de prendre et qui est au cœur finalement de notre ADN, parce que chez Alan, on prend nos décisions à l'écrit, on a tout qui est public et ça nous permet comme ça finalement d'utiliser les skills et de maximiser le contexte qu'on peut donner à nos agents. Et donc c'est un accélérateur énorme pour l'ensemble de la boîte, mais plus uniquement sur l'aspect coding. Là, c'est vraiment sur l'ensemble finalement de nos process et de nos façons d'opérer. Et on est en train de voir jusqu'où on va et ce que ça veut dire. Et sur le code en tant que tel, il y a aussi énormément de choses là sur lesquelles on travaille pour se dire maintenant que entre guillemets, si on se dit que la génération de code est quasiment faite, c'est qu'une partie du problème. Parce que assez rapidement on se dit comment on va faire les code reviews, comment est-ce que on va déployer en production. Et donc là on a shifté une partie en tout cas des ingénieurs qui travaillaient sur la partie Everyone Can Build de génération de code sur demain comment on valide. Qu'est-ce que ça veut dire de valider un changement, sachant que ce changement peut être fait par différentes personnes avec différents profils, et comment est-ce qu'on s'assure du coup de le faire scale et de baser encore une fois sur des fondamentaux qui sont clés pour s'assurer de la qualité et du fait qu'on ne va pas introduire dans notre code base des changements dangereux. Alors, c'était effectivement ma question suivante, c'était sur quel changement ça engendrait sur votre CI/CD. Donc, tu as commencé effectivement à y répondre, mais du coup, ta réponse me fait comprendre que quand tu as lancé ça en juillet 2025, tu es parti du principe qu'on va faire en sorte que tout le monde puisse shipper du code, mais sans adapter ta CI au fait que n'importe qui peut effectivement shipper du code. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une période où toutes les PR ont été, sont rentrées dans la CI traditionnelle, et donc avec une code review humaine traditionnelle, et donc tout ça a été revu, et peut-être est encore revu à chaque fois, quoi qu'il arrive, par au moins un être humain. Totalement. Okay. Et je dirais, c'est au cœur de cette approche-là. Il y a un moment où il faut être aussi très pragmatique. Pour que Everyone Can Build marche, il faut se baser sur les choses qui fonctionnent déjà. Et ce qui fonctionnait déjà très bien, c'est d'avoir des ingénieurs qui font des pull requests, qui sont review par d'autres ingénieurs, et d'avoir un CI/CD avec énormément de tests. Et c'est pour ça que notamment d'autres approches avec différents outils qui ne nous permettaient pas d'avoir ce système-là auraient été beaucoup plus dangereuses en fait, pour mettre en place quelque chose comme Everyone Can Build. Là, on a vraiment pu se reposer sur ce socle-là. Et donc, on n'a rien changé là-dessus. Toutes les pull requests, même les typos, ont été review à chaque fois par l'équipe engineering. Par contre, ce qu'on s'est dit assez rapidement, c'est qu'on allait avoir du mal à le faire scale. Et donc, et tu as les deux aspects, c'est-à-dire que on commence à avoir des centaines de pull requests qui sont faites via Everyone Can Build, et en même temps, on a Cloud Code qui nous permet de générer beaucoup plus de pull requests, donc on doit les review. Et donc ça dépasse un peu le challenge uniquement d'Everyone Can Build, c'est en fait on doit faire scale absolument notre système de code review. Il y a aussi des aspects donc là qui sont liés à Alan sur le fait d'être ISO 27001, etc. Donc tu as des aspects de comment est-ce que tu vas pousser un changement en production qui sont régulés. Et donc là il y a une nécessité de prendre un peu de distance et de se dire demain en fait à quoi ça ressemble de faire un changement, de le valider at scale pour nous. Et donc là c'est notre focus actuel. Okay. Mais tu as aussi un sujet, c'est que ta code review que tu fais à quelqu'un qui est plutôt côté product, en fait, tu peux pas lui faire les mêmes feedbacks qu'à un dev qui a effectivement écrit son code. C'est-à-dire que lui dire d'utiliser tel composant plutôt que tel composant, ou de faire des choix d'implémentation différents,
ça lui parle pas à quelqu'un qui est côté produit. Il n'a pas la même, tu vois, la même compréhension de ce qu'il a lui-même généré de cette manière. C'est très vrai quand tu essayes notamment de faire grandir aussi des ingés juniors, c'est exactement l'approche que tu vas avoir. Mais je sais pas si c'est l'approche qu'on doit avoir maintenant avec l'IA. Ouais. C'est-à-dire que si on voit le fait d'avoir une feedback loop qui nous emmène à je fais un changement, après il va arriver en prod, il doit être testé auparavant. En fait, au moment où tu fais la code review, tu as envie de te dire, est-ce que c'est pas déjà trop tard ? Est-ce que si aujourd'hui avec l'IA qu'on a et le fait de les modèles, la performance qu'ils ont, le contexte qu'on peut leur donner, pourquoi est-ce que le code généré n'est pas déjà parfait ? Qu'est-ce qui manque ? Et du coup, la question pour nous, elle est plutôt là. Ouais, comment est-ce qu'on fait pour que demain, que ce soit un ingénieur ou un non-ingénieur, finalement, à partir d'un prompt, soit capable de générer du code qu'on estime être de qualité irréprochable, et comment on met ce système en place de telle sorte que petit à petit, finalement, on puisse améliorer la façon dont on utilise nos modèles pour s'en rapprocher. Et donc, c'est plus là-dessus, en fait. Donc l'idée, c'est pas tant que ça d'améliorer le process de code review ou toute ta CI, mais c'est de faire en sorte que tu sois dans un système où tu peux te passer de la code review ou de ta CI complètement. Alors, je sais pas si on pourra s'en passer, mais tu peux être suffisamment confiant pour te dire, là, on a un système de génération de code qui est tellement solide que si on était un peu foufou, on pourrait débrancher la CI, on serait quand même un peu en... Je pense que ça doit être notre objectif. Ouais, en gros, notre objectif aujourd'hui, ça doit être de se dire comment est-ce que finalement on apprend des feedbacks qu'on donne de telle sorte que finalement Claude se trompe qu'une fois. Et comment on fait pour faire que ça soit un système qui à la fin puisse être une boucle fermée et qu'elle fonctionne. Je ne sais pas si on en sera capable, en tout cas, mais ça doit être notre objectif, parce que le truc auquel je ne crois pas aujourd'hui, c'est d'avoir un focus uniquement sur être capable d'améliorer, de faire ce qu'est les code review. En fait, c'est le système des code review, etc. Les PR, ils marchaient très bien, et voilà, toute ma carrière, j'ai fait ça, donc j'en suis très content, mais... aujourd'hui, à l'ère de l'IA, je pense qu'il faut aussi se dire, il y a des choses qui vont changer, et il ne faut pas rester trop bloqué par le process qui marche actuellement. C'est pas parce qu'on faisait comme ça avant qu'il faut continuer à faire ça demain. Exactement. Vous avez quand même donc forcément un usage de ces outils-là qui est quand même plus intense que la moyenne. On va pas se mentir, je pense que tu en es conscient. Vous les poussez quand même dans les retranchements, vous les exploitez beaucoup. Certes, vous avez une culture de l'écrit, donc vous avez beaucoup de choses qui sont écrites. Tu as évoqué tout à l'heure que vous aviez un monorepo. Est-ce que l'avènement aussi de ces outils-là commence à vous faire poser question sur certains choix techniques qui ont été faits dans le passé ? Tu vois, par exemple, est-ce que l'idée du monorepo, en fait, dans un contexte de full AI, et donc avec des contextes Windows qui sont limités, on se dit, en fait, peut-être qu'on va passer sur vraiment du microservice, à complètement éclater les trucs, gérer les responsabilités différemment. Tu vois, est-ce que ça vous amène aussi, du coup, à des choix techniques que vous faites sur votre code base pour supporter ces nouveaux usages ? C'est une question que je me suis posée à de nombreuses reprises. Plus on avance vers l'IA qui, finalement, gagne en autonomie, à quel point, à un moment, l'IA va décider des choses avec lesquelles qui optimisent pour l'IA, mais pas pour les êtres humains. Est-ce qu'on est toujours sûr, finalement, que ce qui bénéficie à l'un va bénéficier à l'autre ? Je pense que la question est ouverte. Mais je sais pas si tu as vu, mais il y a des projets là, qui se lancent. Il y a des gens qui ont créé des langages spécifiquement pour les LLM, qui sont du coup pas forcément hyper compréhensibles par les êtres humains, mais qui sont parfaitement adaptés à la manière je vais pas dire de réfléchir, mais à la manière de générer du code par les LLM. Ouais, j'ai vu rapidement un langage de programmation, je crois, là qu'ils ont bougé. Pour l'instant, quand on regarde, effectivement, l'IA, elle se base quand même sur tout ce qu'on a fait dans
les années passées. Et donc, il y a cet aspect où, notamment sur la code base, plus elle est clean, mieux elle est testée, etc., plus c'est facile en tant qu'être humain, et plus c'est facile pour l'IA aussi de se balader et de naviguer là-dessus. Mais c'est une vraie réflexion. Je ne sais pas si c'est quelque chose où à un moment, lorsque aujourd'hui l'IA fait quelque chose qui n'est pas finalement cohérente avec notre définition de bon, on édite son Claude.md et on s'assure que ça se reproduise pas. Mais effectivement, il y aura peut-être des challenges pour converger au bout d'un moment sur le fait qu'on soit totalement aligné. Ouais. Mais donc pour le moment, pas d'envisager de passer à des microservices pour faciliter les contextes window des LLM. Ouais, non, c'est une bonne question. Sur les contextes window, là, ça a beaucoup évolué. Maintenant, c'est assez simple d'avoir un contexte window d'1 million de tokens sur Cloud Code. Les discussions que j'ai eues avec d'autres entreprises, notamment j'ai discuté avec Spotify il y a quelques semaines, je pense, était plutôt sur le fait qu'ils n'aient pas un monorepo les freinait plutôt qu'autre chose, parce que du coup finalement ça empêchait le modèle de pouvoir vraiment modifier finalement les différents aspects dont il y a besoin, et savoir et d'être plus efficace. Là où je me pose une question, c'est plus sur les abstractions qu'on peut créer pour nous-mêmes en mémoire garder un certain nombre de tokens en tant qu'être humain. On va avoir plutôt tendance à se dire, plutôt que d'écrire la même fonction dans le fichier A et le fichier B, on va créer une seule version qui va être partagée, etc. Et comme ça, si on doit faire une modification, on le fait à un seul endroit. Voilà. Plein de pratiques qui, je pense, sont nécessaires à mesure qu'on fait grossir une code base. Maintenant, s'il y a 20 agents qui en parallèle font les modifications, etc., est-ce qu'ils auront toujours la même optique pour dire que c'est comme ça qu'on fait scale la code base? Je sais pas. Ouais. Pour l'instant, on reste en tout cas sur nos principes d'architecture qu'on a du coup encodés dans nos fichiers de règles, de telle sorte que les agents les suivent. Ok, canon. Merci beaucoup Alexandre pour cette discussion fascinante. J'aurais deux dernières questions pour toi qui sont les questions rituelles du podcast. La première, c'est est-ce qu'il y a un contenu que tu voudrais partager avec l'ensemble des auditeuristes? Un contenu... Alors, forcément, je suis obligé de parler de notre blog Medium. Ouais. On partage énormément de choses sur le blog Medium d'Alan et c'est directement les ingénieurs qui contribuent dessus, et je pense que on essaye de partager le max dessus. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose, un autre type de contenu que tu veux partager au-delà du blog d'Alan? Laisse-moi réfléchir un instant. Vas-y. Peut-être, je sais pas, un dernier film que tu as vu, ou un bouquin que tu as bien aimé, ou le bouquin que tu recommandes à toutes tes équipes? Alors, le bouquin que j'aime bien, il s'appelle Five Dysfunctions of Team. C'est de Patrick Lencioni, et c'est sur comment mettre en place une équipe la plus efficace possible, et quelles sont la nécessité de mettre en place de la confiance, de accountability, okay. etc. Voilà, c'est un livre sur lequel je reviens de temps en temps. Okay. Parce qu'il y a la technique, mais il y a aussi comment est-ce que on collabore les uns avec les autres, où des fois il y a des challenges importants, et c'est bien d'avoir un petit peu quelques principes sur lesquels on peut se reposer. Ouais. On parle beaucoup d'agents, mais on fait un métier très humain. Exactement. Et de plus en plus. Canon, on mettra bien évidemment les liens en description. Dernière question et la plus importante, Alexandre, est-ce que tu es plutôt espace ou tabulation? Effectivement, question clé. Je pense que la réponse, c'est de se dire, du moment qu'il y a un aspect qui est gardé parmi ça, c'est le principal pour éviter d'avoir des diffs à rallonge, mais je resterai sur les tables. Très bien. Merci beaucoup, Alexandre. Merci beaucoup, Bruno. Et merci à tous d'avoir suivi cette conversation. Voilà, projet fou de se dire que tout le monde peut shipper du code aujourd'hui chez Alan. Ce sera très certainement le cas de plus en plus dans de contextes. Donc il faut s'y préparer. Mais comme on l'a dit avec Alexandre,
c'est aussi un très bon moyen d'améliorer nos propres outils et d'améliorer aussi notre expérience. Donc cette développeur experience, c'est quelque chose qui va se transformer peut-être en user experience au sens employee experience pour tout le monde. De mon côté, je vous remercie comme toujours de partager ce podcast autour de vous. N'hésitez pas à aller checker les différents liens sur tous les trucs qu'on sort à côté de tout ça. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et d'ici là, codez bien. Merci d'avoir écouté cet épisode d'If This Then Dev. Merci à toute l'équipe qui rend ce podcast possible épisode après épisode. Et merci à Alan, Ada, Linus, Bill, Steve et Steve de nous avoir ramenés jusqu'ici. Si ce podcast vous a plu, committez-vous en vous abonnant, déployez-le autour de vous. Et vous pouvez aussi nous faire une code review en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Rejoignez la conversation sur tous les réseaux sociaux où nous sommes présents. Donnez-nous les invités que vous aimeriez entendre ou les sujets qui vous intéressent sur @bibir BEAR ou @ifthisThenDev. Vous retrouverez aussi tous les épisodes sur notre site ifttt.io. Et enfin, si vous avez besoin d'un coup de main sur un sujet produit, tech ou organisation, ou si vous souhaitez rejoindre une équipe tech passionnée et passionnante, écrivez-moi sur bruno@ifttt.io. Merci à tous.